Aujourd'hui, nous allons parler de rencontres. Alors, je m'étais dit que lorsqu'on parle d'un thème, in fine quel qu'il soit, c'est important d'être d'accord sur les mots, sur les termes et quelque part de chercher l'étymologie. Ça me semble toujours l'évidence lorsqu'on débat et qu'on échange sur un sujet. Qu'est-ce qu'une rencontre? Alors, si on en revient à rencontre dans l'étymologie grecque, alors il y avait deux termes que je ne connais pas par cœur, donc je vais vous les lire. L'un qui était apanto, qui parlait vraiment d'une rencontre voulue. Donc, je vais à un rendez-vous, je rencontre quelqu'un, c'était quelque chose qui avait été anticipé. Et il y avait un autre terme, tugkano, qui parlait d'une rencontre au hasard, je dirais, d'une coïncidence. Alors, donc imaginez-vous, il y avait bien ces 2 termes. Quelque part, pour moi, toute rencontre, qu'elle soit coïncidence ou certains l'appelleraient voulu par le destin, s'il y en a qui pensent qu'il n'y a pas réellement de coïncidence, que tout est synchronicité, que tout a un sens, quelle que soit votre croyance. Moi, je pense que toute rencontre, de toute façon, quelque part, c'est un défi, c'est un pari, c'est quelque chose qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre. Et ce qui est intéressant, c'est quand même dans le mot rencontre, il y a le mot contre, de contra, qui peut vouloir dire en face de. Cela fait référence au fait, en fait, que dans l'ancien français, là je parle à l'époque du début du Moyen Âge, rencontrer, en fait, était un terme pour dire combattre, pour dire entamer un combat avec quelqu'un au sens littéral. Alors moi, dans ce mot-là, je vois aussi l'idée de joute. Vous voyez, si on le rapportait à l'époque moderne et non plus au Moyen Âge, si on mêle ce côté en face de et l'idée de joute, pour moi, il y a l'idée aussi qu'une rencontre, c'est un moment de débat où on pourra se rencontrer dans son authenticité et sa vérité. Et ça, c'est un thème sur lequel je reviendrai, qui m'est cher, à la fois dans Profiler Connection et de manière générale. Enfin, la première rencontre, et ça je pense que c'est important qu'on le souligne ici ensemble, la première rencontre de toute vie, c'est la rencontre avec ses figures d'attachement et en général au moment de l'accouchement avec sa maman ou son papa, mais souvent d'abord avec sa maman. Pour moi, c'est la première rencontre. Alors, bien sûr, elle peut se faire in utero, ça on peut le souligner. Certains, selon leurs croyances, et nous en reparlerons tout à l'heure, pensent même qu'il puisse y avoir des vies antérieures ou autres, des contrats d'âme dans d'autres vies. Donc ça, ramenez ça à vos croyances. Mais je dirais d'un point de vue terrestre, quoi qu'il en soit, la première rencontre, c'est celle avec son parent, ce premier échange de regards, ce premier échange peau à peau, si cela est possible, et cela est de nos jours heureusement fortement encouragé. Et c'est aussi de cette première rencontre que dépendront in fine beaucoup d'autres rencontres. C'est pour ça que le prochain thème de webinaire que j'aborderai mercredi prochain, c'est le thème de l'attachement, des styles d'attachement et des blessures d'attachement, sur lequel repose Profiler Connection. Et ça, j'ai aussi hâte de vous le faire partager. Mais quand on parle de rencontre, il me paraissait capital de souligner ça. En fait, j'aimerais vous faire juste un petit sommaire de ce que j'ai envie d'aborder ce soir avec vous. Alors, la première chose que j'approfondirais, c'est qu'une rencontre, c'est d'abord aller se rencontrer soi. Et que si on veut aller à la rencontre de l'autre, il y aura besoin d'être en clarté avec soi-même. Le deuxième point que je vais aborder, c'est comment pour aller vers une rencontre sereine, il est important de déconstruire certains mythes et certains prétendus codes. Tertio, je vais aussi vous parler de tout ce qui est non-verbal, la rencontre dans le non-verbal, dans le corps, et je vais vous parler coup de foudre. Enfin, pour moi, une rencontre, c'est aussi prendre son temps, et ça, c'est une valeur portée très fort par Profiler Connection. Je vais vous parler aussi du fait d'éviter la pression, comment différents petits trucs pour éviter la pression lors d'une première rencontre. Je vais parler aussi de juste place, parce que la place, pour moi en tant que thérapeute, en tout cas, c'est quelque chose qui est énormément abordé en thérapie. Je ne trouve pas ma place dans mon système familial, dans mon boulot, avec mes amis, avec mes parents. Donc la question de la place, si on veut jeter les bonnes bases d'une relation, ça se joue dès le début. Donc on va parler de ça. Et enfin, je terminerai en imaginant comment on fait pour poser des jalons pour l'après-première rencontre. Alors, voilà un petit peu ce que j'aborderai, mais je vous rassure, je serai brève parce que j'aime tellement les moments de questions et au dernier webinaire, c'était tellement stimulant. Je remercie encore ceux qui étaient là, que je vous rassure, je ne vais pas être trop longue, mais au moins aborder, semer des graines sur chacun de ces petits points.
J'espère que tout le monde est OK, que tout le monde m'entend. N'hésite pas à me faire un petit pouce si tu m'entends. Yes, tout le monde m'entend, ça fait plaisir. Je continue. Alors évidemment, on pourrait se dire que et pour moi, c'est la base des bases et c'est aussi ce sur quoi nous travaillons chez Profiler Connection. C'est avant d'aller rencontrer quelqu'un, rencontrer cette âme sœur, cette grande histoire d'amour, il faut que j'aille me rencontrer moi. Et c'est pour ça que nous avons donc toute une batterie de tests, psy, à la fois, je dirais sérieux, mais amusants et qui vous permettront de mieux vous connaître sous différents aspects. La question des attachements, bien sûr, dont je reparlerai au prochain webinaire, mais aussi sous d'autres aspects tout aussi importants en termes de profil psychologique et de besoins et d'envie. Si bien que l'important pour moi, c'est se questionner sur soi. Mais qu'est-ce que c'est mes attentes au jour d'aujourd'hui dans ma vie? Parce que peut-être si vous êtes inscrit sur le site, sur l'appli, ben, peut-être que vos attentes d'aujourd'hui, ce pas celles d'il y a 5 ans. Peut-être, par exemple, à une époque, quelqu'un avait besoin d'exclusivité, à une autre époque, la personne n'en a plus besoin. Peut-être à une époque, quelqu'un veut aller vite dans une relation, a super besoin de s'engager. Peut-être à d'autres moments de sa vie, la personne a traversé certaines étapes douloureuses et elle a besoin de prendre son temps. Donc, quelles sont vos attentes aujourd'hui? Quelles sont les valeurs essentielles pour vous aujourd'hui? Un peu comme une sorte de pyramide où il serait essentiel de connaître ses priorités. Mais déjà, juste de soi à soi. Et je vous rassure, nous aurons des webinaires, y compris avec des collègues, où nous parlerons de valeurs, etc., de pyramides, et j'ai hâte d'approfondir cela avec vous. Je ne fais donc que semer les graines ici et maintenant. Et en fait, ce que je voudrais vous demander aussi, c'est toujours d'envisager, lorsqu'on va à la rencontre de quelqu'un, les sujets sur lesquels on peut transiger, être plein de compromis, avoir cet espace moitié-moitié où je fais un pas, tu fais un pas. Et les sujets sur lesquels c'est hors de question de transiger. Déjà, je pense que ça, quand c'est clair à l'intérieur, ça simplifie quand même pas mal les choses et ça peut être réfléchi en amont. Sur quoi je peux être souple, souple et malléable, et sur quoi, au contraire, non, je me fais un point d'honneur à camper sur ma position et ça, je ne lâcherai pas. Donc ça me semble essentiel, tout en étant quand même capable, à mon sens, de se remettre en question. Parce que c'est vrai que des fois, si on va trop loin dans cette logique et qu'on a des opinions trop arrêtées, on pourrait se fermer des super belles portes de rencontre. Donc c'est comment avoir ce juste milieu entre je sais qui je suis, je sais ce qui compte pour moi, mais je reste quand même ouvert. Voilà, donc déjà ce premier point de rencontre avec soi qui nous est très cher à Profiler Connection et qu'on essaye vraiment d'amener avec des tests psy qui vont au-delà de, je dirais, du superficiel, de l'artificiel. Ben tiens, on fait telle activité, on a telle passion, tel milieu socioculturel, professionnel, mais on va vraiment à un stade beaucoup plus inconscient, chercher des choses profondes qui font que les gens matchent ou pas matchent. Donc, dans un second point, en parlant de rencontres, j'avais pensé vous évoquer le fait et la nécessité de déconstruire certains mythes et certains prétendus codes. Alors là, quand je parlais de rencontre, j'imaginais une première rencontre. Imaginons sur une appli, deux personnes, ça fait longtemps qu'elles chattent ensemble, enfin longtemps, entre guillemets, quelque temps qu'elles chattent ensemble. Ça y est, c'est le moment où elles vont se rencontrer en vrai. Et encore, je pourrais même aller encore en amont. Elles commencent à chatter ensemble et puis il passe quelques jours. Alors, grande question. Bon, ben, on s'est rencontrés ou on a commencé à chatter ensemble. Bon, d'accord, quand est-ce que j'ose rappeler la personne, lui envoyer un SMS, continuer à chatter avec? Ou là, je voudrais pas les faroucher. Oh non, je vais attendre 2 jours. Ah, ça vous parle? Ou aussi bien à titre personnel qu'à titre thérapeutique, mais moi j'entends ça tout le temps en fait quand les gens me parlent d'amour et depuis moult années. Donc, c'est important de se rappeler que dans notre société moderne, il y a quelque chose qui est très beau, c'est quelque part une sorte de libération qui a permis de décodifier les relations amoureuses. Par exemple, pour moi qui ai grandi à l'étranger et travaillé à l'étranger, comment vous dire, jadis, en Chine, il y avait quand même des codes amoureux très, très forts sur comment se passait la relation de séduction étape après étape et en imaginant une relation de séduction de type hétérosexuel, quel était le rôle de l'homme, de la femme, quoi, comment, dans quel ordre. Et le fait que c'était un petit peu codifié, eh bien, quelque part, parfois pour les gens, c'était plus aidant. Vous voyez, comme un parchemin qui se déroule, on sait l'étape d'après, on sait quand, ah, s'il y a un loupé, on sait pourquoi. Mais dans notre société actuelle, bien sûr en Occident, mais y compris en Chine, où les mœurs, elles ont énormément évolué aussi, ben, c'est plus comme ça.
c'est plus aussi simple et du coup, ben, zut, quand est-ce que je dois l'appeler? Et en fait, on fait des suppositions. Souvent, on fait des suppositions sur les attentes de l'autre. Ah, si je l'appelle maintenant, si je lui envoie un SMS, la personne risque de prendre peur ou et cetera. Au lieu d'être transparent sur à la fois ses souhaits et demander à l'autre, sans besoin, ses intentions. Donc, dans une société justement très, très libre, je vous propose d'être au clair à la fois avec vous-même, donc ce que vous souhaitez, mais de pouvoir l'exprimer à l'autre et d'entendre aussi ce dont l'autre a besoin. Sinon, on risque de se perdre dans des malentendus incommensurables. Bon, bah, c'est bon, je vois qu'il m'écrit pas. Bon, ben, en fait, je ne l'intéresse pas, hein, il m'écrit pas, il m'écrit plus. Alors qu'en fait, l'autre se dit: «Ouh là là, je ne voudrais surtout pas l'envahir, je ne voudrais surtout pas lui faire peur et qu'elle s'effarouche». Si bien qu'on en arrive à un malentendu total entre une personne qui se sent rejetée, pas aimée, voire abandonnée, et l'autre qui a très peur d'envahir, et cetera. Vous voyez le genre de malentendu qui se joue? Et on en parlera aussi quand on parlera des questions d'attachement la semaine prochaine. Donc voilà, déconstruire certains mythes, aller vers l'authenticité, la simplicité et j'ai envie de dire sortir du mystère. Et moi, ma fonction aussi en tant que thérapeute et qu'accompagnante des couples, c'est de déconstruire certains mythes, genre la lecture d'esprit. Ah ouais, il faut qu'il termine, mais pardonnez-moi pour ceux à qui je ne veux blesser personne, j'essaie juste de, voilà, ces conseils de thérapeute de couple avec à peu près une vingtaine d'années de recul sur plusieurs pays. C'est des mythes qui détruisent les couples, en fait. Ah oui, il doit finir mes phrases, il doit savoir ce que je veux, quand je le veux, mais non, en fait, pas du tout, pas du tout. Et la réalité, c'est que ça, c'est des mythes qui détruisent le couple et la rencontre. Donc, au contraire, être transparent, communiquer avec clarté et de manière simple, ça permet d'anticiper sur plein de problématiques. Je vais continuer, mais si toutefois tout à l'heure vous avez des questions sur ce sujet, ou même je peux faire une courte pause et observer, soit vous pouvez prendre le micro, soit si vous souhaitez faire une petite intervention sur notre conversation, sachez que voilà, je suis à l'écoute. S'il y a besoin d'éclaircir quelque chose, dites-moi. Je suis là pour vous, puisqu'après je vais parler du non-verbal. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions tout de suite et s'il en arrive en cours de route, tout est clair. Merci, merci Valérie. Et s'il y avait d'autres questions en cours de route, ne vous inquiétez pas, je trouverai le moment pour prendre une respiration, m'interrompre et être à votre écoute. Alors, comme on se doute, bien sûr, la rencontre, ça passe aussi par le non-verbal. Alors, je comprends bien que sur le chat de l'appli, c'est un peu plus compliqué, mais quand on est à la rencontre des visus, bien sûr, ce sera évidemment plus parlant. Alors, donc, j'avais aussi envie de vous dire que le non-verbal, ça passe par plein de choses, mais ça passe aussi, bien sûr, par le regard. Et quand je veux dire regarder, c'est vraiment regarder avec attention l'autre, pas juste le regarder comme ça, vite fait. Comme on dit, vous savez, quand on croise quelqu'un puis on dit salut, ça va? Mais en fait, on s'en fout, en fait, comment la personne va et que la réponse attendue, c'est oh oui, ça va. Il faudrait surtout pas que l'autre dise bah en fait, non, pas top. Parce que des fois, ça arrive et les gens n'écoutent même pas la réponse. Ben, c'est pareil. Regarder quelqu'un, c'est vraiment regarder quelqu'un. Faire attention, observer son corps, ses réactions, ses petites mimiques. Regarder quelqu'un avec bienveillance d'entrée de jeu, je dirais même avec amour, au sens amour universel, inconditionnel. Apprendre à regarder quelqu'un et apprendre à regarder à l'intérieur. Quand je me retrouve assis en face de cette personne, en face, comme on disait, une rencontre, il y a quelque chose de face à face. Quand je me retrouve assis en face de cette personne, il se passe quoi dans mon corps? Est-ce que je n'ai, comme on dit, des petits papillons? Est-ce que ça sert parce qu'en fait, je suis super stressée? Et on en parlera de ce thème juste après, hein. Observer son propre corps, les messages que nous envoie notre propre corps, parce qu'aussi parfois notre corps, il peut dire vraiment non. Parfois, si on voyait inconsciemment en fait se profiler quelque chose de toxique, il y a fort à parier qu'in fine notre corps nous en avertirait assez tôt. Et j'ai cette conviction que si on est à l'écoute de la petite, ce que certains appellent la petite voix, un peu plus à l'écoute de son corps, on peut conscientiser tout ça. Et c'est là-dessus que je voulais parler de non-verbal. Alors c'est là que je voudrais faire une petite aparté sur le coup de foudre. Alors ne m'en veuillez pas, comme je dis, moi j'aime bien en tant qu'accompagnatrice des couples des fois détruire certains mythes parce que en tout cas quand ils génèrent plus de destruction que de construction. Toujours est-il que, alors, le coup de foudre, qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est compliqué et je l'imagine qu'intérieurement, vous avez tous votre réponse. Alors, le coup de foudre, déjà, quand 2 personnes se voient, c'est quelque chose, je dirais, d'ordre biologique, d'ordre hormonal,
de l'ordre des phéromones, aussi une attirance chimique et alchimique. Mais cet aspect biologique, on ne peut pas le nier, il échappe à notre conscient et peut-être même que les recherches scientifiques dans le futur seront encore plus poussées sur l'analyse de l'aspect hormonal de ce que l'on nomme le coup de foudre. Mais j'aimerais remettre de la clarté et je vais aborder dans quelques instants les trois formes d'amour dont on parlait à l'époque des anciens Grecs, qui sont Eros, Agapé et Philia, pour bien faire la nuance. Parce que souvent, quand on parle de coup de foudre, les gens parlent tout de suite d'amour. Ah bah j'ai vu cette personne, j'avais l'impression de la connaître depuis toujours. J'avais l'impression qu'on était deux moitiés. Oh là là, dès que je l'ai vu, il a dit 3 mots, c'était un truc de fou, j'en pouvais plus. Et puis, bah, en gros, je serais prêt à tout quitter. Puis même si moi, je suis déjà en couple, je serais prêt à tout balancer pour suivre cette personne. Et donc, d'aucuns de croire que là, il s'agit d'amour. Donc, c'est pour ça que, histoire de remettre de la clarté, j'aimerais parler des trois formes d'amour chez les Grecs parce que je pense que c'est très éclairant. Alors, on a l'amour Eros chez les Grecs, hein. Eros, le dieu de l'amour, de la sensualité. Donc, dans Eros, il y a de la pulsion, du désir, de la passion. Alors, si je le retraduisais pour ceux ici, par exemple, qui sont familiers des chakras, il y a du deuxième chakra. Vous voyez, le chakra du bassin, il y a du désir, du pulsionnel. Mais comment vous dire, quand on est dans Eros, si je ramène ça dans un cadre psychanalytique, l'autre n'est pas vraiment un sujet. L'autre est un objet sur lequel on fait des projections, du transfert, sur lequel on projette nos désirs, mais aussi nos manques, espérant que cette personne va nous combler tous nos manques, toutes nos blessures. Mais in fine, l'autre n'a pas vraiment d'existence propre en tant que sujet, puisqu'il est une surface projective sur laquelle, pouf, on a posé nos fantasmes, nos manques et nos rêves. Et ça peut durer un moment, hein, on dit que cet état-là d'intense désir, il peut durer, je ne sais pas, entre quelques semaines et même jusqu'à 2 ans. Donc, vous voyez, cette impression de coup de foudre, ça peut durer un moment. Mais ne vous y trompez pas, le coup de foudre, c'est pas la même chose que l'amour agapé. Alors, l'amour agapé, alors si je le remettais à nouveau en termes de chakra, c'est vraiment là, on serait au niveau du chakra du cœur. L'amour agapé, c'est un amour, je dirais amical, mais je dirais même presque inconditionnel, universel. On est bien au-delà du charnel. Alors, l'amour agapé, il est au service d'eux. Il a, il a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du don. Dans l'amour Eros, il y a quelque chose de l'ordre du prendre. Je, je prends, je prends ce corps, je prends tout ce que je reçois, alors que dans l'amour agapé, il y a du don de soi. D'ailleurs, des fois, ça va trop loin, il y a du don de soi jusqu'à se vider. Et enfin, il y a l'amour philia. Alors, philia, alors philia avec PH, hein, qui est différent de l'amour filial, hein, ce n'est pas du tout le même terme. Donc, l'amour philia, si vous voulez, c'est l'amour qui repose sur le partage de moments vécus ensemble, sur le partage de passions, de valeurs, d'expériences vécues en commun. Et bien sûr, il ne s'agit en aucun cas de dire qu'une des formes d'amour est supérieure à l'autre. Ce n'est absolument pas mon propos. J'imagine que l'amour parfait, c'est la fusion de ces trois amours, où il y a de l'éros, du désir, du pulsionnel, où il y a aussi cet amour inconditionnel, cette manière d'être au service réellement de l'autre, et même plus largement, d'être avec l'autre au service du monde. Un peu comme la fameuse citation qui dit que aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Et je reviendrai sur ce proverbe tout à l'heure, sur cette citation tout à l'heure. Et l'amour filial, où on partage des moments, bien sûr que ça me paraît aussi nécessaire. Mais ne nous mentons pas, quand on est dans l'étape du coup de foudre, on est dans Eros. On n'est pas dans la complétude des trois formes d'amour. Donc, je pense que le coup de foudre, et là, c'est, comme je disais, moi, c'est aussi ma fonction de remettre les mythes à leur juste place, déconstruire pour mieux construire. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Hein, le coup de foudre, on est dans l'éros. Et c'est important des fois de pouvoir prendre du recul par rapport à cet éros, non pas pour le critiquer, mais pour savoir où on est. Et pour pas croire qu'on est dans agapé quand on est dans éros. Voilà un truc qui me semblait important. J'aimerais aussi revenir sur un terme qu'on entend énormément et je pense que vous aussi, vous connaissez ce terme, c'est le terme de flamme jumelle. Hein, il y en a qui doivent connaître ce terme, il est quand même, ah, eh bien, ce serait intéressant.
Valérie, je vais peut-être faire une petite pause pour une intervention intéressante. Valérie, si tu souhaites ouvrir ton micro, si tu en as envie, Oui, bien sûr. forme d'amour. Alors, voudrais-tu nous enrichir là-dessus, s'il te plaît, bien sûr? Alors, bonjour, merci. En fait, que j'avais suivi enfin, ils avaient parlé des quatre types d'amour. Donc, il y avait bien Eros, comme tu l'as bien décrit, enfin, ce que j'avais compris d'Eros, Philia. Et en fait, ils opposaient après Aphrodite à Agapé dans le fait que Aphrodite, l'excitation venait de l'extérieur, qu'on avait besoin d'un environnement, on faisait des scénarios, on allait avoir des sextoys, on regardait des films vidéo où c'était le scénario dans l'ascenseur qui faisait que l'excitation, en fait, venait de l'extérieur. Et du coup, on avait une espèce d'échelle pour aller toujours plus. Enfin, il fallait de plus en plus d'excitation. Et là, il différenciait ce conférencier avec l'amour agape qui finalement trouvait toute sa source à l'intérieur. Donc, c'était une fusion agapée qui était une connexion d'âme, si on pouvait dire, et c'était cette fusion d'énergie et qui faisait presque un... Dans l'amour Aphrodite, on avait un orgasme qui était plus au niveau du corps physique, parce que c'était extérieur, et l'amour agape, où on allait même dans tous nos corps subtils et on sentait que c'était un orgasme qui était bien plus puissant. Voilà. Donc, il faisait cette différence, mais bon, dans ce que j'ai entendu, l'Aphrodite, là, toi, il revient à Eros, en fait. C'était un peu ça. Voilà. J'ai compris que c'était sûrement dans la même catégorie. Voilà. Ben, c'était un conférencier qui avait séparé Eros, qui disait, ben, lui, c'était au début, exactement. Et après, souvent, on pouvait tomber, en fait, il expliquait qu'on pouvait basculer dans un couple d'Amphilia qui était plus modéré et que les couples, pour remettre un peu de piment, avaient parfois tendance à aller vers Aphrodite en mettant des jeux sexuels, mais finalement, ils passaient à côté de ce qui était vraiment l'amour profond et divin, cette connexion intérieure. Voilà, je trouvais Merci, ça oui, c'est intéressant. intéressant. Oui, du coup, il y aurait une temporalité, hein, si je reformule correctement, d'un Eros Oui, qui serait au début et d'Aphrodite qui arriverait plus tard dans le couple. Ok, c'est intéressant, je voilà, ne c'est connaissais pas ça. cette théorie. Bon, j'ai dit une conférence que j'avais entendue, mais c'est pas, voilà, je dis pas que c'est, mais ça me parlait bien dans mon histoire personnelle, par exemple, où effectivement, au début, dans un couple, on est un peu dans l'éros, et après, on bascule dans quelque chose de plus euh, calme, et puis on cherche à mettre des ingrédients pour retrouver le Eros, mais finalement on va chercher des ingrédients extérieurs à nous, qui vont faire des scénarios et autres, mais qui sont artificiels et qui demandent de toujours plus, parce que finalement pour atteindre le même plaisir, on va devoir augmenter les Niveau, scénarios. Voilà. Et c'est une course sans fin qui peut nous amener des fois à ne pas se respecter parce qu'on va aller dans des jeux sexuels qui ne sont pas obligatoirement nous correspondre, mais c'est une espèce de toujours plus, une addiction en fait. je vais dire, Alors, c'est une addiction. voilà. Alors que l'amour agape n'a pas besoin de ça. C'est juste une connexion entre deux êtres et il y a l'extérieur, voilà, et qui est beaucoup plus puissant. Et finalement, voilà. Je trouvais ça intéressant comme approche. Donc, merci. En me disant qu'il y a certaines de nos coachs qui sont très enclines à aimer parler de la sexualité sacrée et justement de ce que tu disais, Valérie, d'un orgasme qui dépasserait le seul corps physique. Et je pense que donc en début d'année prochaine, au premier trimestre 2023, il y aura une intervention sur ce thème justement. Et OK, je te remercie de m'avoir permis de l'aborder ici. Et c'est très intéressant ce que tu évoques. merci. Je vais écouter les flammes jumelles, c'est intéressant aussi de ce que tu viens de nous dire. Je te laisse peut-être aussi refermer ton micro si toutefois tu veux bien. Alors, la question des flammes, c'est pas du tout, tu pourras le rouvrir quand tu veux, mais c'est que sinon ça fait un petit arrière-fond. Alors, la question des flammes jumelles. Donc, déjà, mettons-nous d'accord sur le thème et sur le terme. Qu'est-ce que c'est dans la théorie? Qu'est-ce que c'est une flamme jumelle? Donc, la flamme jumelle, si vous voulez, ça ressemble vraiment au mythe de Platon. Il y aurait l'idée que, en fait, avant, une âme faisait une entité, une unité, et que cette âme se serait donc coupée en deux, formant deux moitiés, et ces deux moitiés s'incarneraient dans deux personnes. Il y a un peu l'idée là-dedans du cycle incarnation et réincarnation, puisqu'on pourrait imaginer que des flammes jumelles, dans la théorie des flammes jumelles, peuvent s'incarner dans des tas de corps à des tas de moments.
Donc quasiment, on pourrait avoir une flamme jumelle qui s'incarne et se réincarne avec soi depuis 200 ans, hein, si j'extrapole un petit peu cette théorie. Alors l'idée, c'est que quelque part, comme ces deux personnes étaient jadis une seule âme, quand elles se rencontrent, ça fait de l'électricité. À la fois, elles se reconnaissent, mais en même temps, il y a des choses qui peuvent clasher, c'est très tendu. Donc le mythe, en fait, des flammes jumelles, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les flammes jumelles, c'est bien différent de l'idée d'âme sœur. L'âme sœur, c'est vraiment le truc hyper paisible. Non, la flamme jumelle, c'est attention, hein, ça fait des étincelles, ça pète, ça fait mal. C'est souvent assez dramatique. Enfin, je vous invite à lire enfin, plein de choses qui en parlent. Vous allez voir que c'est pas une notion extrêmement apaisante pour ceux qui estiment le vivre ou l'avoir vécu très très loin de là. Et du coup, pour moi, les grands mythes de l'amour, doivent être aussi au service du développement d'une relation saine et harmonieuse. Et quelquefois, j'ai vu ce mythe, in fine, venir couvrir des relations toxiques. Donc, je pense que c'est intéressant de le questionner, de le connaître, mais de le prendre avec des pincettes, voilà, de bien réfléchir à cela et voir si ça parle à vous, à votre cœur. Si ça vous parle, c'est OK, mais que ça ne soit jamais un prétexte à vous entraîner dans quelque chose de toxique ou sous prétexte d'être des flammes jumelles, vous allez accepter des choses qui sont juste absolument pas acceptables, en fait. Et ça, je le vois tellement souvent depuis tant d'années en cabinet. Donc voilà, aucun mythe, aucune histoire, aucun truc culturel doit vous faire avaler des choses toxiques et non supportables. Alors, je me permets de lire vos commentaires. Mmh. Merci aussi, Valérie qui me disait que effectivement pour Valérie, l'état d'excitation n'est pas de l'amour. Je suis d'accord avec toi. Voilà, il y a des nuances à établir. Donc j'espère ne pas, voilà, avoir pu heurter ceux qui croient profondément en ce mythe des flammes jumelles. Comme je disais, je ne critique pas, je ne veux en tout cas, en aucun cas qu'il soit, au service de la maltraitance dans la relation, de l'abus sur l'autre, toutes ces choses dont je vous disais au début sur lesquelles on ne veut pas transiger. Voilà, le mythe des flammes jumelles nourrit la dépendance affective. Oui, ça peut arriver aussi. D'ailleurs, rien que l'idée, merci de me permettre de rebondir, Valérie, rien que l'idée que vous n'êtes qu'une moitié, comme on le voit dans le mythe platonicien, hein, où l'homme, en fait, à la base, avait quatre membres, donc, et du coup, a été enfin, avait 8 membres et a été sectionné pour faire deux et deux. Imaginez, vous, ça vous convient d'être qu'une moitié de votre âme, parce que perso, moi, pas du tout, en fait. Je comprends que je suis imparfaite et qu'il m'appartient d'aller vers ma complétude, mais de là à imaginer qu'on n'est qu'une moitié qui attendrait d'être comblée, en effet, ça nourrit des formes d'attachement, dont je parlerai la semaine prochaine, qui sont tout sauf sécures. Je pense qu'au contraire, pour aller vers une rencontre harmonieuse, déjà faire un avec soi et en fait, non pas avoir besoin d'un autre, mais envie d'une rencontre. J'ai pas besoin. Au sens, en fait, moi, je suis bien seule aussi. Moi, je suis bien avec moi-même, je suis de bonne compagnie, je suis mon propre meilleur ami ou parfois ma propre figure d'attachement au sens que je suis capable de m'auto-materner et de m'apporter cette affection. Et l'autre est un plus qui va me permettre de rayonner et de partager, mais je ne suis pas dans le besoin frénétique d'être complétée parce que je suis à demi vide. Voilà, donc ça, voyez, ce mythe m'interpelle un petit peu et me questionne dans la rencontre. Donc, merci de m'avoir permis d'en parler, d'avoir rebondi là-dessus. Un truc qui nous tient aussi très à cœur chez Profiler Connection, c'est le fait que pour se rencontrer, c'est super important de prendre son temps. Alors, je vais revenir là-dessus. Vous le savez, pour ceux qui ont suivi notre webinaire de la semaine dernière, que chez Profiler Connection, on va avoir un chat de messagerie vraiment à part. Alors, au moment de la sortie de l'appli, c'est-à-dire fin février 2024, dans la version 1, on aura un chat normal. Et au bout de à peu près un mois, entre 4 et 6 semaines, dans notre version 1.5, on aura enfin le chat progressif qui arrive. Alors, le chat progressif, c'est comme un jeu, vraiment comme un jeu. C'est comme ça qu'il faut le vivre, où il y a des étapes, en fait, des marches d'un escalier. Et à chaque étape, on fait un truc différent. Alors, la première étape, elle est vraiment épistolaire. J'échange des mails. Vous pouvez échanger des pavés ou 3 lignes. La deuxième étape, elle peut être musicale. On échange des liens vidéo. La troisième étape, elle peut être juste vocale. On échange des vocaux. Après, on échange des photos, mais pas de photos de soi. On a le droit d'échanger que des photos de son environnement. Alors, ce jeu n'est pas imposé, hein, sachant qu'il n'est que proposé.
Mais jouer ce jeu, c'est justement apprendre à prendre le temps. Comme je vous le disais aussi la semaine dernière, Profiler Connection, il y a une forme d'éloge de la lenteur, d'une société qui va à 100 à l'heure, où on consomme de plus en plus vite, où on vous demande de faire tout de plus en plus vite, d'être de plus en plus efficace, de plus en plus efficient, y compris que ce soit professionnellement ou personnellement. Nous, on dit, oh oui, on retient un peu le cheval pour mieux profiter de l'instant présent. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que les utilisateurs de l'appli s'investissent dans ce chat, qu'ils y investissent du temps, de l'énergie, et du coup, on peut pas, franchement, sur notre appli, je le dis direct, on ne peut pas chatter avec 10 personnes en même temps. C'est juste pas possible, ce serait trop chronophage avec notre système progressif, ça aurait pas de sens. Et moi, en tout cas, en tant que fondatrice, c'est vraiment pas ce que je veux instiller comme énergie. J'ai besoin que les gens ils prennent le temps et qu'on sorte de la marchandisation des êtres humains. Bah, je vais goûter un petit peu de ceci, je suis au buffet, puis je vais goûter un petit peu de cela, puis on va voir ce qui passe le mieux. Non, c'est vraiment l'idée, les gens ne sont pas des marchandises, je ne suis pas là pour consommer de la relation, je suis là pour apprendre et m'investir dans quelque chose et donner une vraie chance à la relation, donner une vraie chance à la rencontre. Donc, c'est vraiment ça ce que je recommanderais à la fois, bah, c'est ce que nous on crée sur l'appli, mais aussi dans la vraie vie se donner une chance. Alors c'est vrai que je parlais, jadis, c'est encore plus pour moi qui ai grandi en Asie, donc dans un contexte un petit peu plus traditionnel, qui ai pu travailler, ben, dans l'humanitaire, dans des sociétés beaucoup plus traditionnelles pour le coup, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. En fait, c'est vrai que de nos jours, on va très, très, très vite et comme je vous le disais, on n'est plus dans une société codifiée sur les rituels de l'amour. Donc même on va très, très vite à la relation sexuelle après une première rencontre, voire le soir même ou une semaine après, ça va hyper vite. Ben, quelque part, après, moi, j'ai aucun jugement de valeur et tout est OK. Mais des fois, si on prenait vraiment le temps de redécouvrir, de s'effeuiller, mais pas juste physiquement, hein, de s'effeuiller intellectuellement, de s'effeuiller émotionnellement, ben, déjà, on se rendrait peut-être compte aussi à un moment qu'en fait, ça le fait pas, quoi. Vous voyez? Et ça permettrait d'avoir aussi des garde-fous pour moins s'abîmer. Donc, pour moi, une rencontre réussie, c'est aussi une rencontre où ça prend son temps de découvrir l'autre, de se découvrir soi, de découvrir la relation qui se construit. Donc là aussi, je comprends qu'on puisse ne pas être d'accord et comme je disais, il n'y a absolument aucun jugement de ma part, juste une proposition d'y aller étape après étape, de prendre le temps de se donner du temps et donc de se donner une chance. Alors, un truc qui m'est venu et aussi en discutant avec mon mari qui m'enrichit beaucoup, dans tout ce projet et comme je le disais un peu dans nos documents de communication, je suis heureuse qu'une appli qui parle d'amour soit aussi portée avec amour par, mon mari et moi, qui il m'aide et me conseille. Il me disait: «Ben, pour une première rencontre réussie, un truc important à réfléchir, c'est de lever la pression». La pression et le stress autour de la rencontre qui serait quasiment une performance, quoi. Vous vous en rappelez tous d'une première rencontre avec quelqu'un qui vous tenait à cœur de voir. Vous y arrivez, vous avez les jambes comme ça, vous avez envie d'aller aux toilettes, vous allez bafouiller, enfin, limite d'ailleurs, du coup, c'est à la fois agréable, c'est papillon dans le ventre, puis si ça va un peu trop loin, si on est en stress dépassé, si on n'est plus dans le côté, bon stress, mais dans le côté stress dépassé, c'est même carrément désagréable, en fait et c'est plus un bon moment. Alors déjà, j'ai envie de dire, déjà, pour moi, si on veut une première rencontre, même quelqu'un avec qui on aurait flirtouillé sur le chat ou autre, allez-y juste quelque part, dans l'idée, je vais juste rencontrer un autre être humain. Et je veux pas tout de suite lui conférer un rôle, cette personne, c'est mon futur compagnon, ma future compagne. Non, c'est juste, je veux rencontrer cette personne, cet être humain sur lequel je vais pas forcément tout de suite poser des attentes et des enjeux. Parce que peut-être dans cette personne, ça deviendra un pote, ça deviendra un collègue. On ne sait pas au final. La vie, elle est pleine de surprises. Donc, du coup, voilà, moins d'enjeux quelque part pour mieux accueillir l'autre tel qu'il est sans transposer, projeter, transférer plein de trucs sur lui. Alors, moi, j'aime bien aussi l'idée de sortir du face à face. Vous savez, on avait dit étymologiquement, rencontre, c'est combattre, c'est être en face. Et le fait, des fois, le classique, hein, quand quelqu'un, deux personnes ont chatté sur une app, c'est aller, on va se boire un café. On est d'accord, on va se boire un verre, un café, bref. Du coup, ça crée un face-à-face où, en fait, comme on disait dans la fameuse citation, hein, on ne regarde pas ensemble dans la même direction. Là, clairement, on se regarde l'un l'autre. Alors, bien sûr que c'est utile, hein, cette communication. Mais des fois, quand elle arrive hyper tôt dans la relation, ça peut générer énormément de stress. Dites-moi que ça résonne pour vous, j'en suis sûre. Waouh, j'ai peur de dire une connerie, en fait. Ouh là là, faut que je fasse attention à pas dire de bêtises, je voudrais pas les faroucher, faut pas que j'en fasse trop. Oui, mais faut pas que j'en fasse pas assez. Vous voyez tous les enjeux, tout le stress qui fait que du coup, on n'est pas forcément, dans ses meilleures dispositions, on n'est pas du tout naturel.
Alors qu'in fine, des fois, faire une activité commune à l'occasion d'une, rencontre, ça peut être: «Tiens, vas-y, on va faire une petite balade», vous voyez? Quelque chose comme ça, ça permet, en fait, de mettre son attention ailleurs et de découvrir la personne autrement et peut-être de la découvrir plus authentiquement. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour lever la pression, regarder ensemble dans la même direction d'une activité, une activité a priori qui soit aussi chère au cœur de l'un des 2. Et je sais pas, si un aime la moto, si l'autre, je sais pas, aime telle ou telle activité, viens, on va faire un tour de moto, viens, j'aimerais te montrer le match de tel ou tel sport et de partager un moment. Là, vous voyez, on est dans Filia, dont on parlait tout à l'heure. Partager des moments vécus. Donc je vois une intervention de notre ami Dominique. Il est intéressant de connaître le point de vue féminin. Oui, d'ailleurs, Dominique, n'hésite pas à me dire sur quoi en particulier, à nous écrire sur quoi en particulier il est intéressant de connaître, un point de vue féminin. Je pense en effet, même si j'aime l'idée, qu'on aille vers quelque chose d'universel et pour ma part, notre appli, comme je l'ai dit, dès notre premier webinaire, elle est ouverte à absolument tous, dans une approche, qui ne se veut pas genrée et tous les couples, peuvent être là, présents. Mais je comprends que l'idée effectivement d'une approche féminine, puisse différer parfois sur certains plans. Donc n'hésite pas, si tu souhaites, épiloguer ou élaborer sur cette question, je suis vraiment à l'écoute. Donc voilà un petit peu sur, lever la pression. Moins de pression, moins d'oppression, plus de douceur et moins d'enjeux pour aller vers une vraie rencontre. Enfin, il y a un sujet que j'aimais bien, c'est la question de la place. Parce que ça, vous êtes d'accord avec moi que la question de la place dans nos vies, c'est important, comme je vous disais tout à l'heure en thérapie, mais je pourrais vous faire une sorte de liste de centaines de patients au travers les années qui m'ont dit qu'ils ne se sentaient pas à leur place. Et peut-être quelque part dans nos vies, il y a tous un moment où on l'a vécu. Je suis pas à ma place dans la famille, je suis pas à ma place dans mon couple, et cetera, et cetera. Ce sentiment de ne pas être à sa place. Mais ça commence au début. Parce qu'en fait, une relation, on en jette les bases tout de suite. Et ça, on s'en rend pas du tout compte. Mais des fois, c'est au bout d'un an, au bout de 2 ans, quand les gens commencent des fois, même au bout d'un an, à venir en thérapie de couple. Et oui, ça arrive, hein, les thérapies de couple ne sont pas que réservées aux couples qui sont ensemble depuis des temps immémoriaux. Les thérapies de couple, ça peut arriver n'importe quand dans la relation. Et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas les bonnes bases qui ont été jetées. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être déjà les bonnes bases lors d'une première rencontre? Pour moi, c'est comme une danse. Vous savez, quand on regarde des bons danseurs qui dansent bien, ils essayent de ne pas se marcher sur les pieds, en fait. Il faut que l'autre ait la place pour qu'il puisse danser, faire quelques pas, mais il faut que soi-même, on ait la place. Parce que si on n'a pas cet espace pour danser, il y aura rien qui se passe. Donc c'est pareil au niveau de l'espace verbal. Comment dire? À la fois, ne pas se mettre trop en avant dans un truc de vantardise où je vais en dire le plus possible, me montrer sous mon meilleur jour, si bien que je raconte toute ma vie, mais que les épisodes, géniaux qui me mettent en valeur. Et bon, l'autre, peut-être, je le saoule, je l'impressionne et ça lui fait: «Ouf, ouf», non. Donc pas je prends toute la place verbale, mais pas non plus je laisse toute la place. Quasiment dans un rôle quasi thérapeutique, vous ne faites que questionner l'autre et lui ne vous pose aucune question et en fait, au bout de 2 heures d'avoir bu un café, en fait, en gros, vous n'en avez pas placé une et vous avez joué, le rôle de thérapeute de la personne. Donc l'idée, c'est comment je laisse la place et comment je prends ma place. Et ça, pour moi, ça commence au premier rendez-vous et c'est pas facile. Je comprends que ça demande, que c'est un sacré défi, mais je pense que quand on le conscientise, quelle que soit votre personnalité, si vous avez plutôt une personnalité à prendre la place, prendre beaucoup d'espace verbal, de se dire: «Bon, comment je peux un peu plus me mettre en retrait et vous montrer ma vulnérabilité?» Parce que quelque part, si vous voulez plus vous montrer fort, plein de succès, avec une vie magnifique, plus l'autre en face peut se sentir petit, petit, petit et sentir qu'il n'a aucune place pour sa vulnérabilité. Alors que si vous êtes authentique et qu'il y a autant de place pour votre force que votre vulnérabilité, vous laissez l'espace à l'autre pour cela aussi. Et de l'autre côté, si vous êtes plutôt quelqu'un de discret, qui aurait tendance à s'effacer, à laisser parler, à se mettre en retrait, se dire: «Ben non, j'ai pas envie de rejouer ce scénario». Ce scénario déjà joué certainement, hein, pour ce type de personne des centaines de fois dans ma vie. Là, j'ai envie de prendre ma place, de trouver cet équilibre. Et enfin, ce que je voulais terminer en imaginant le fait de poser des jalons pour l'après première rencontre. Imaginons une première rencontre physique, là, après avoir chatté sur le chat de l'appli ou autre, ou enfin, en tout cas une première rencontre
et se dire, bon, ben voilà, on a bu un verre, salut, je te recontacte. Ouais, on se rappelle. Ah, bienvenue, crise d'angoisse, youpi! Quand est-ce que les deux personnes vont commencer à se sentir mal? Parce qu'en fait, on se rappelle quand, je voudrais pas enfin, comme on disait tout à l'heure, je ne veux pas l'envahir, etc. Et là, ça y est, enfin, et ça aussi, là, je le dis d'expérience, mais ça en thérapie, je l'entends tous les mois depuis quasiment 20 ans que je fais mon travail et que j'accueille des couples, quoi. Donc, c'est tellement important. Alors, je sais, ça désacralise le mythe du mystère, etc. Mais dites-le ce que vous attendez de l'autre. Est-ce que je peux te rappeler demain? Est-ce que ça va si je te rappelle dans 3 jours? Et toi, t'aimes qu'on t'appelle ou pas? Est-ce que je peux t'envoyer un SMS ou ça t'envahit si demandez, en fait. Osez. Osez. Parce que toute cette dose d'anxiété qui est très caractéristique des débuts de relation, et qui, ça, à mon avis, pour le coup, c'est aussi bien chez les hommes que les femmes, dans mon expérience de thérapeute, d'avoir peur parce qu'on ne connaît pas les attentes de l'autre et, comment dire, de craindre de décevoir ou de craindre de ne pas faire bien, c'est vraiment embêtant. Donc, je vous propose d'imaginer que pour aller vers une rencontre réussie, c'est important de jalonner la pré-rencontre en exprimant son besoin et en demandant quel est le besoin de l'autre. Même si ça vous paraît bizarre, même si ce n'est pas forcément les codes qui existent aujourd'hui. Donc, pour conclure, j'aurais aussi voulu vous dire que pour moi, une rencontre, c'est à la fois une connexion à l'autre et aussi une reconnexion. Une reconnexion au sens que, ben, à la fois, sans aller jusqu'au mythe des flammes jumelles, bien sûr, on peut des fois, grâce à l'autre, se reconnecter à des choses qu'on avait oubliées, qu'on avait perdues, où la vie nous avait vachement abîmés et on avait perdu ce lien à des belles choses, à de l'émerveillement, à peut-être même un espace d'enfant intérieur. Donc, quelque part, c'est une reconnexion à la vie et une reconnexion à soi. Et des fois, au travers d'une rencontre, quand on connaît l'amour, ben, il y a un truc comme «Ah, waouh, mais je savais même pas que moi j'étais comme ça en fait. Je savais même pas que moi j'étais capable de ci, de ça, que j'avais telle ou telle croyance, telle ou telle valeur en moi. Je ne savais pas que j'avais de la valeur». Donc, dans cet espace, le Profiler Connection, j'ai envie qu'on crée des connexions et j'ai envie qu'on crée des reconnexions. Donc, alors, maintenant que j'ai pu poser cette conclusion, je vais me permettre de regarder un petit commentaire qui était là et de vous le lire tout haut. Assumer la simplicité de la relation que l'on cherche, c'est permettre à l'autre de lâcher le masque qu'il ou elle n'a pas souvent choisi de prendre, ou à gagner du temps si l'autre n'est pas sur ce diapason. Et oui, parce qu'il y a souvent, merci Camille, il y a beaucoup ça en fait, il y a la peur d'être déçu. Donc au lieu en fait de poser la question qui va faire que ben, si l'autre il me donne une réponse que j'aime pas, je vais me dire oh ben zut, mais des fois, au contraire, le plus tôt on le fait, le mieux on se porte. Se peut rendre compte qu'on n'est peut-être pas au diapason. Et merci, effectivement, lâcher ce masque qui, des fois, certains couples mettent des mois et des mois, voire des années à lâcher. Et une reconnexion à des sentiments aussi. Oui, tout à fait. N'hésite pas aussi à élaborer, Sandrine, ou même à prendre le micro si tu veux me dire un peu plus ce que tu entends par une reconnexion à des sentiments. Bonsoir tout le monde. Oui, parfois on a oublié certains sentiments parce qu'on a tellement été parfois détruit dans certaines relations qu'on en oublie les véritables sentiments d'amour, des sentiments d'amour envers une personne, des sentiments d'amour aussi envers soi-même parce qu'on s'est parfois perdu, donc on ne s'estime plus, on n'a plus de confiance et puis justement certaines relations vont nous permettre parfois de recréer une confiance en nous, une confiance en l'amour aussi, dans le couple aussi, parce qu'on a perdu parfois ce sentiment qu'il existe des couples, enfin une possibilité de vivre en couple, parce que parfois on subit tellement d'échecs, entre guillemets, dans des couples, que notre entourage aussi, parfois nous donne l'illusion que nous ne sommes pas faits pour vivre en couple. Et justement, c'est se permettre aussi de se reconnecter à tous ces sentiments-là et qui, même s'ils ont été parfois effacés lors de relations précédentes, de laisser la porte ouverte à justement recréer des nouveaux sentiments dans une nouvelle relation. Ah, merci, c'est exactement ça. Oui, alors là, je comprends mieux ce que tu voulais dire et j'abonde dans ton sens. Je pense qu'effectivement, des expériences traumatiques relationnelles, amoureuses, mais ça peut aussi être avec des amis ou dans la famille ou au travail. Gérer des expériences traumatiques dans les relations,
Ça peut induire une perte de confiance en soi, une perte d'estime de soi, voire même des fois un état dissociatif où en fait on n'est plus relié à ses sentiments, on est un peu à côté de soi. Et effectivement, une rencontre qui ramène de l'épanouissement, c'est comme une manière de se réassocier, de rentrer à l'intérieur de soi en reconnexion, comme tu dis, avec ses sentiments, de retrouver de l'estime. Donc, il peut y avoir vraiment tout un cercle vertueux autour d'une rencontre. Ouais, merci. Effectivement. Alors, si quelqu'un d'autre a une remarque, une question, vous pouvez me faire un petit mot, vous pouvez prendre la parole. Je suis vraiment là pour vous. Et puis, c'est super chouette ce que vous dites, c'est très intéressant. Alors, le rapport à la solitude dans le moment d'attente est aussi important. Alors là aussi, Camille, est-ce que tu serais d'accord juste de prendre la parole des fois pour élaborer un peu plus pour que je sois sûre de bien comprendre ce que tu dis? Bonsoir. Je pense que il y a, enfin, voilà, je suis pas sûre, je pose ça sur la table et puis comme ça tout le monde peut dire ce qu'il en pense, que souvent il y a quelque chose qu'on dégage aussi avant la rencontre. Et j'ai constaté, j'ai eu de très longues années de célibat, donc j'ai pu le constater, même si c'est plus le cas aujourd'hui, que ce qu'on dégage est très lié à la représentation de la solitude que l'on vit à ce moment-là. Et, et, et en tout cas, personnellement, j'ai dû apprendre à aimer, à être seule, à être ma meilleure compagnie, pour que quelque part, je pense, le poids de cette recherche puisse disparaître en fait au profit juste d'un souhait de partage ou être heureux, parce que c'est pas un gros mot d'avoir envie d'être heureux, on a tous envie d'être heureux. Donc il n'y a pas y a pas de pudeur mal placée à avoir. En revanche, je pense que le rapport que l'on a à la solitude et donc parfois la fonction inconsciente que l'on attribue à l'autre comme, comme une fonction qui viendrait combler le vide que représente la solitude pour nous. Et je dis ça en toute connaissance, comment dire, dans le respect du fait que ça, c'est des mots que je dis, mais quand ça fait très longtemps qu'on est seul, on a beau savoir que, on a beau, c'est très compliqué comment dire, de manager, de coacher sa représentation intérieure de la solitude et de ne pas ressentir ce vide. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais tu vas sûrement Merci. mieux reformuler. C'est limpide, merci. Je pense que ça parle à beaucoup de gens. Je pense que ce que tu dis, ça va parler à beaucoup de gens. Et ça, j'en parlais quand la semaine dernière, on a parlé de pourquoi Profiler Connection. Et la première chose pour moi, c'est parce que pour tant de gens, la solitude est une telle souffrance. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Comme tu le dis, Camille, à très juste titre, ce n'est que des mots. Mais quand une personne le vit, il faut imaginer aussi que quand la solitude est un tel fardeau, c'est parce que souvent ça fait référence à des blessures de solitude et d'abandon de jadis. C'est pas une solitude choisie, c'est pas une solitude joyeuse, légère, ah, j'ai du temps pour moi, je prends soin de moi. C'est vécu comme une solitude de type abandon qui souvent fait écho à d'anciennes douleurs d'abandon. C'est pour ça que ce fardeau est si lourd. Il n'est pas que lourd au présent. Ce présent, c'est une réactivation d'anciennes blessures. Et donc évidemment, c'est pas facile de se dire, bah, quand on souffre de solitude ou de, je dirais, plusieurs couches d'échecs amoureux, quoi, qu'on a vécu, des choses qu'on a traversées comme étant des échecs, même si moi je les vois plutôt comme des apprentissages. Mais quand on se les prend dans la figure, des fois on peut plutôt se dire, ben voilà, et encore une relation où ça a raté, où c'était pas comme je voulais, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Puis cette solitude, elle commence à peser comme un énorme sac sur ses épaules. Donc c'est vrai qu'à ce titre-là, c'est hyper important de pouvoir se rechérir soi, mais je pense que c'est un apprentissage pour les personnes qui n'ont pas appris à se chérir elles-mêmes. En fait, je pense que là, pour le coup, vous voyez, un accompagnement avec un coach, etc., c'est super important parce qu'en fait, pour certaines personnes, c'est inné, se chérir, prendre soin de soi, s'autonomiser, mais pour d'autres, mais pas du tout, en fait. Elles n'ont jamais appris et elles ont faim, en fait, de ces partages. Et bien sûr, elles vont faire plein de projections, plein de transferts sur la personne qu'elles vont rencontrer. Donc là, je pense qu'effectivement, être accompagné, là, pour moi, ça fait sens. Et donc, merci de cette intervention très utile et très intéressante, Camille.
et j'élaborerai beaucoup plus encore là-dessus la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte. Le webinaire de la semaine prochaine, c'est vraiment un webinaire pédagogique qui, j'espère, pourra être largement partagé, même si bien sûr tout le monde ne peut pas toujours être là au moment M, pour vraiment comprendre les blessures d'attachement, parce que je pense que quand on comprend ça, vraiment, on comprend mieux qui on est et dans la relation de couple, ça change tout. Moi, des fois, je me dis, mon Dieu, comme j'aurais voulu, alors voilà, maintenant j'ai 43 ans, mais comme j'aurais voulu savoir ça quand j'en avais 20, moi, ça aurait complètement changé mon parcours. Et si j'avais été consciente de mes blessures d'attachement, il y a des blessures, enfin, successives que je n'aurais absolument pas vécues parce que j'aurais compris qui j'étais et j'aurais su ce qu'il fallait faire et pas faire en fonction de mon profil pour m'accueillir. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous parler de ça parce que je pense que ça peut aider vraiment beaucoup de gens. J'aimerais même que ce soit enseigné en philosophie ou autre au lycée. Tellement je trouve ça, mais juste primordial en fait. Je me permets de lire un de vos commentaires. Oui, c'est ça, Sandrine, exactement. Sandrine nous écrit apprendre à s'aimer pour que l'autre soit un plus, pour que du coup on ait envie d'aimer, mais pas besoin, comme quelqu'un qui est affamé. C'est comment je peux aussi m'auto-nourrir et pas seulement attendre que l'autre me nourrisse. Voilà, et alors, c'est intéressant aussi cette remarque de Lydia. Il y a, alors merci Angélique pour ton remerciement, pour ton partage. Et Lydia qui nous souligne la différence entre une solitude vide et une solitude intimité. Et oui, un peu comme on disait la semaine dernière, entre une solitude choisie, hein, une solitude intimité, où on vient en fait, j'imagine, se ressourcer, et une solitude vide, alors qui là, à mon avis, est une réactivation aussi d'anciennes blessures, hein, parce que quand on a le sentiment de vide, ce mot vide, pour moi, il est pas anodin. Et quand moi, un patient en thérapie me dit le mot vide, j'entends tout de suite certaines blessures d'attachement qui vont avec ça. Mais effectivement, il y a une grande nuance. Et je pense qu'en fait, une même personne, hein, un même individu, même à une même époque de sa vie, peut avoir des moments de solitude, d'intimité où il se ressource, qui lui font super du bien. Il va dans la nature, il lit un livre, il regarde un film qui touche son cœur. Et puis là, c'est waouh. Puis il peut avoir des moments de solitude subie où c'est horrible. Donc je pense qu'en fait, les deux peuvent cohabiter au sein d'un même individu. Alors. Et en même temps, qui on est par rapport à nos expériences de vie, même les plus souffrantes. Alors, je vais relire un petit peu plus, un peu plus fort. Chantal qui nous dit, et en même temps, on est qui l'on est par rapport à nos expériences de vie, même les plus souffrantes. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de dire, ben, quand vous faites une rencontre, osez montrer votre vulnérabilité. Alors, j'aime beaucoup, c'est une parole de chanson qui m'a toujours beaucoup touchée, qui dit celui qui se tait empêche l'autre de parler. Alors là, on ne parlait pas de l'histoire de l'espace et de trouver sa place, mais celui qui se tait sur ses blessures empêche l'autre de parler. Parce que celui qui se tait, il est dans sa forteresse de puissance, de réussite, de performance. Et en fait, ça empêche l'autre de parler. Si je suis trop fort, si je suis là, dans ma cape de réussite, mais comment voulez-vous que l'autre ait l'espace de parler, d'être vulnérable? Donc oui, on est aussi qui l'on est à cause de nos souffrances. Et donc, il ne s'agit pas de s'enorgueillir pour autant ou de se victimiser pour autant, mais juste d'accepter tel qu'on est et d'envisager que l'autre en face, il arrive aussi avec ça dans une rencontre. Hein, comme je vous le disais la dernière fois et comme je le redirai beaucoup plus en détail la fois prochaine, à échelle mondiale, seulement 55% environ des personnes ont un attachement sécure. Donc, en gros, il y a quasiment une chance sur deux que la personne en face de vous, elle ait un attachement majoritairement insécure. Donc, elle aussi, elle arrive avec ses blessures, ses manques, ces trucs en creux qui génèrent du vide. Ça, c'est vraiment important de le prendre en compte et d'oser aussi être vulnérable dans des proportions raisonnables, bien sûr. Alors, je vais juste lire la remarque de Camille. Faire le lien entre la représentation des solitudes en société selon les âges et le récit que l'on fait de soi, de soi-même, pour réussir à se dégager de ces cages de mots. Alors là aussi, Camille, pourrais-tu élaborer, histoire d'être sûre, là encore, que j'ai bien compris ton Pardon propos? si mes messages sont un peu... Non, pas du euh, tout, c'est très beau. C'est très beau, mais je voulais juste être sûre que j'ai bien compris. en fait, je pense qu'il n'y a pas une solitude, il y a des solitudes, hormis par le fait qu'évidemment, chaque solitude est vécue de façon très personnelle. Mais la solitude, elle est aussi composée, elle a une composante sociale. Et selon l'âge qu'on a, est-ce qu'on a 30 ans et tout le monde se marie?
Est-ce qu'on a 35 ans et tout le monde fait des enfants? Est-ce qu'on a 40 ans et une bonne partie divorce? Est-ce qu'on a 45 ans et on passe des caps de maturité? Est-ce qu'on a 50 ans? Est-ce qu'on a 60 ans? Chaque solitude, selon l'âge que l'on a une composante qu'il est intéressant d'approcher pour se rendre compte du rôle qu'elle peut jouer sur le récit que l'on se fait de soi-même et sur, la douleur silencieuse qu'elle peut nourrir sans qu'on s'en rende compte, en pensant qu'elle est toute personnelle alors qu'elle est avant tout sociale. Et que c'est parfois une occasion, quand on fait un développement personnel sur ce sujet-là, de prendre son courage à 2 mains et de sortir définitivement des carcans sociaux, sans employer de trop grands mots, et d'accepter de tracer sa route personnelle et voilà, c'est tout. C'est tellement vrai. Et ça, pour moi, ça fait écho. Enfin, je l'ai ressenti dans ma propre vie. Et cela fait écho aussi à l'expérience de nombreux patients. C'est vrai que la solitude. Alors, après, pour moi, il y a quand même une solitude initiale qui peut être là. Je parle souvent de réactivation, de blessures inconscientes, mais je dirais que des fois, la solitude de la personne qui a 25, 30, 40, 50, 60 ans, elle fait aussi écho à la solitude du petit enfant, qui est un peu comme une poupée russe et contenue à l'intérieur. Mais hormis ces blessures inconscientes réactivées, effectivement, l'image qui nous est renvoyée par la société, ça peut être très, très souffrant de se sentir décalé ou de se sentir que je dirais face à un aspect performance, on n'est pas là où on nous attendait. Et réussir à s'en libérer, c'est pas évident, même si j'ai quand même l'impression que notre société s'ouvre et est peut-être un peu moins normative qu'elle ne fut avant. J'ose espérer que ce mouvement pourra s'accentuer pour que ça se libère. Mais merci de ton intervention, Camille. Alors, Dominique nous dit, l'amour serait-il plus un don à l'autre qu'un recevoir? Comment trouver l'équilibre? Ben ça, c'est une super bonne question. Et parce qu'en plus, tu vois, je pense que cette question, en vrai, la question du donner et du recevoir, elle commence d'entrée de jeu, en fait. Mais je pense qu'elle commence même dès le chat. Et peut-être qu'il y en a qui ont déjà, bien sûr, et je suis sûre que parmi vous, il y en a qui sont déjà allés sur une appli de rencontre hein, et qui ont déjà vu. Il y a des gens, même sur un chat, ils peuvent être quand même un peu dans la prédation, sans aller dans des très grands mots, mais en tout cas, ils sont clairement dans prendre. Et d'autres, vous voyez, qui vont être hyper dans le donner d'entrée de jeu. Et c'est vrai que cet équilibre, il est difficile. Pour moi qui ai grandi en Asie, ça me parle, pour ceux qui connaissent, dans le Qigong, il y a de nombreux exercices physiques hein, que l'on fait avec la respiration et les mouvements, des mouvements avec les mains notamment, qui se nomme le cercle du donner-recevoir. Comme si en gros, imaginons qu'il y ait une main là qui fait donner et l'autre main qui fait recevoir, comme si le mouvement devait impérativement être là dans les deux mains, dans les deux mains. Mais après, dans le développement d'une relation au-delà de la rencontre, pour moi, c'est aussi des phases de vie comme des vagues. Imaginons deux êtres humains qui s'aiment, ben peut-être selon les événements qui vont être traversés par l'un ou par l'autre, si un des deux vit un truc tragique, ben forcément, le conjoint il risque d'être vachement dans le donner. Puis après, si tout s'équilibre, ben un peu plus loin dans la vie, ce sera inversé. La problématique des fois dans les couples, c'est quand cette posture, elle se fige. Il y a eu une tragédie qui peut être tout à fait réelle, objectivable, hein, et l'un des deux conjoints, par exemple, prend le rôle du donné, mais qu'ensuite, quelque part, ça se fige dans la relation, ça gèle dans ce positionnement, et qu'en fait, on va rester dans cette situation qui va se perpétuer pendant des années et des années. Et ça, c'est des difficultés qui peut-être vous parlent ou que vous avez pu rencontrer chez des proches, voire même chez vous. Et là aussi, comme on disait tout à l'heure, il y a des gens qui ont plus une proportion à prendre et d'autres parfois plus une proportion à donner. Et c'est comment, bah, si on est des fois de ceux qui donnent trop, parce que je peux imaginer que c'est un peu ce qui est induit dans cette question, hein, de toute façon, ben, comment des fois je peux accepter qu'on me donne. Parce qu'il y a aussi des gens pour qui, en fait, recevoir, c'est pas facile. Je m'explique. Parce que recevoir, quelque part, si vous voulez, d'un point de vue psychologique, recevoir, c'est aussi être débiteur. Au moment où je reçois de l'amour, où je reçois un cadeau, où je reçois quelque chose, des fois, si la relation n'est pas tout à fait sécure, je vais me dire que je dois quelque chose à l'autre, que l'autre est au-dessus de moi. Il y a une auteure qui s'appelle Carson McCullers qui disait que la main qui donne, la main qui donne est toujours au-dessus, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Donc, quelque part, pour certaines personnes, quand la relation n'est pas sécure, recevoir, ça fait peur en fait.
Qu'est-ce que l'autre va attendre de moi? Qu'est-ce que je vais lui devoir maintenant qu'il m'a donné ça? Donc, vous voyez que derrière le cycle du donner, recevoir, il y a tellement de trucs qui se jouent. Donc, merci. En fait, je trouve que ce serait même riche d'en faire une intervention en tant que telle parce que cette question, elle est vachement intéressante et elle est vaste. Et je pense qu'elle peut parler à chacun d'entre nous. Alors, pareil, on est encore là ensemble. Donc, si quelqu'un a une question ou une remarque, je suis encore à l'écoute. Il n'y a vraiment pas de souci. Merci. Mais avec plaisir. Merci à toi. Donc, eh bien, s'il n'y a plus de questions, il me reste à vous remercier vraiment de vos présences. Et chaque fois, moi, j'adore ces temps de questions, mais vos remarques, elles sont mais tellement pertinentes, elles me donnent des idées. C'est un gros apport pour moi. Donc, vraiment, j'ai hâte de vous voir la semaine prochaine en direct ou après en rediff sur notre chaîne YouTube, à laquelle je vous invite à vous abonner. J'ai vraiment hâte de vous voir pour qu'on parle des théories de l'attachement. Et en fait, je pense que au cours de l'année 2024, je ferai plusieurs interventions qui permettront de pousser ces théories. Parce que le but là-dedans, ce sera de faire de la psychoéducation, mais aussi des partages pour aider vraiment les gens, à la fois dans la création de leur couple, mais aussi dans leur épanouissement personnel. Donc, merci d'avoir été là ce soir. Je vous dis à tout bientôt. Merci à tous. Prenez bien soin de vous et au plaisir d'échanger à nouveau. Je vous dis aussi le thème du webinaire d'après. Alors, le webinaire d'après n'aura pas lieu sur la semaine de Noël, mais aura lieu le 3 janvier. Et le webinaire d'après portera sur un thème épineux, mais qui revient tellement souvent, moi, dans mes séances de psychothérapeute, que je ne peux pas en faire fi. Je parlerai du concept d'exclusivité en amour, d'exclusivité et de fidélité, car c'est un concept qui revient tellement souvent, qui génère tellement de questionnements, que je souhaite l'approfondir. Je sais que c'est un sujet c'est un sujet glissant, mais j'ai hâte qu'on y réfléchisse ensemble dans un espace de non-jugement et qu'on se laisse cet espace pour approfondir. Donc, à bientôt, mercredi prochain et le 3 janvier. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci. Merci à tous. À bientôt.